Bonjour à tous. Nous recevons dans cette émission spéciale Christophe Lafaye, qui est historien, chercheur associé à l'Université de Bourgogne en France et qui s'est intéressé à l'utilisation des armes chimiques en Algérie durant la guerre de révolution algérienne. Le sujet est un peu sérieux, très sérieux même, parce qu'il n'est pas très médiatisé et le fait de découvrir qu'il y a eu l'utilisation d'armes chimiques a suscité sa curiosité en tant que chercheur. Christophe Lafaye, bonjour. Bonjour. Ça va bien installé en Algérie? Merci, oui, il y a un accueil formidable comme à chaque fois. Merci beaucoup. Alors, vous êtes ici à Batna. Alors, dans quel contexte et pourquoi? Alors, j'ai souhaité revenir à Batna pour plusieurs choses. Déjà, je souhaitais revenir vers l'université de Batna à la suite de la diffusion du documentaire Algérie, section armes spéciales de Claire Billet, pour pouvoir faire une conférence et commencer à partager les premiers résultats de mes travaux sur la guerre chimique en Algérie. Moi, j'attache une grande importance à la collaboration entre chercheurs en France et en Algérie, et surtout une importance dans la transmission des informations. Donc déjà, il y avait ce souhait de transmettre les premiers résultats. Ensuite, j'avais aussi besoin de revenir vers les témoins à Ain Tinibawin pour recueillir des éléments complémentaires pour étayer, encore une fois, les témoignages qui étaient extrêmement forts, qui nous avaient été donnés cet été. Voilà, j'avais besoin d'éléments complémentaires, donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer de nouveaux témoins qui m'ont appris beaucoup de choses. Ça veut dire que vous n'avez pas terminé votre travail après le documentaire qui a été diffusé, je vous le rappelle, sur les chaînes algériennes, mais aussi en France, et qui a eu un impact énorme. Vous attendiez-vous à cet impact? Non. Je pense qu'on n'a pas forcément pris conscience avec Claire Billet, Olivier Jobard, de ce qui allait se déclencher par la suite en Algérie. Alors c'est vrai qu'aussi le documentaire est sorti dans un contexte politique un peu de tension qui lui a peut-être donné aussi une résonance particulière. On ne s'attendait pas à ça. Mais à la fois, je me dis que ce documentaire était important parce qu'il posait pour la première fois la question de l'utilisation des armes chimiques en Algérie, mais pas de n'importe quelle manière, de manière organisée. De manière pensée. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'emploie le terme de guerre chimique. Et ce travail de recherche n'en est qu'à ses débuts. Le documentaire n'est que, je dirais, une petite porte qui s'ouvre vers un sujet qui est beaucoup plus large, qui ne touche pas simplement les Aurès, mais l'ensemble de l'Algérie, et sur lequel je pense que de nombreuses générations d'historiennes et d'historiens vont encore travailler. Alors pourquoi avoir choisi Batna comme point de chute et point de départ d'abord de cette recherche de l'utilisation de l'arme chimique? Les Aurès ont été depuis le départ un lieu de résistance, un point extrêmement important pour le développement de la lutte pour l'indépendance en Algérie. Et les Aurès ont été particulièrement, de fait, exposés aux représailles militaires de l'armée coloniale de cette époque, qui a utilisé absolument tous les moyens qui étaient à sa disposition pour pouvoir réduire l'armée de libération nationale qui se développait, y compris l'utilisation des armes chimiques. Et pourquoi donc venir dans les Aurès? C'est qu'il y a eu effectivement le 22 et 23 mars 1959 une opération dans l'oued Terchiwin qui a donné lieu au gazage de 118, plus même de 118 personnes dans la grotte de Khalouchetou. Et nous souhaitions partir de cette opération, partir du témoignage des Algériens pour permettre de mettre en lumière ce qu'a été la réalité de la guerre chimique. Donc cette opération était exemplaire à plusieurs niveaux et nous a permis, d'une certaine manière, de lancer le sujet. Et surtout, d'une manière importante, de lancer le sujet, pas simplement à partir des archives françaises. Ce qui était le plus important, c'était de lancer le sujet à partir du témoignage des Algériens qui avaient été victimes de ces opérations. Alors vous dites « nous », ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans vos recherches? L'enquête historique pour le documentaire, on l'a réfléchi et pensé avec Claire Billet. Voilà. Ça a été un travail qui était important. Donc quand je dis « nous » dans ce cadre-là, c'est qu'il y a eu aussi une réflexion sur comment est-ce que nous allions présenter le sujet. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi un « nous »
qui parle des deux côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire que ce travail, ce documentaire-là, il n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu une collaboration, un travail entre Français et Algériens. Voilà. On n'aurait pas pu retrouver les témoins, on n'aurait pas pu accéder à cette mémoire des villages qui est extrêmement importante pour comprendre ce qui s'est effectivement passé. Il y aurait eu le barrage de la langue aussi, tout simplement. Oui. Dans les témoignages, parfois l'arabe se mélangeait avec le chaoui, on retrouvait un petit peu de français. Donc il nous fallait des personnes pour faire ce pont aussi culturel, nous permettre d'accéder aux témoignages. Donc finalement, c'est ce travail collaboratif entre Français et Algériens qui a donné ce résultat. Et il y a bien évidemment au milieu de tout ça, les personnes qui sont importantes, c'est les témoins et la force du témoignage et la dignité avec laquelle ils ont porté leur témoignage qui, à mon avis, a renforcé encore la puissance du film. Alors vous dites dignité de témoignage, pourquoi ? Parce qu'ils sont impressionnants, ces témoins. Ils ont vécu une période qui était extraordinaire, dans le sens qui sortait de l'ordinaire. Ils ont été pris dans une lutte pour leur indépendance, une lutte pour la liberté, et eux-mêmes et leurs familles ont subi des atrocités, et pourtant ils sont toujours là, et pourtant ils témoignent sans haine. Quand ils parlent de la France, d'ailleurs, ils ne parlent pas de la France, ils parlent de la France coloniale. Quand ils parlent de l'armée française, ils ne parlent pas de l'armée française, ils parlent de l'armée coloniale. Il y a beaucoup de nuances aussi dans leurs propos qui montrent qu'il y a une forme de recul aussi. Et c'est la simplicité avec laquelle ils nous racontent leur histoire qui est souvent terrible et tragique. Et ils la partagent avec nous, et je pense que ça a touché le cœur de tous ceux qui ont regardé ce documentaire en Algérie et aussi en France. Voilà. Et même vous, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous racontez ces témoignages. Vous les racontez d'une manière telle qu'on sent que vous avez même été quelque part blessé. On est forcément touché. Quand on est historien et qu'on travaille sur la mémoire vivante, et qu'on collecte ces témoignages-là pour pouvoir les utiliser comme source historique, parce qu'il y a aussi tout un travail après derrière. On les utilise comme source, pas n'importe comment, mais il y a forcément une empathie qui se met en place. C'est-à-dire que on est avec le témoin, comprend son histoire, et d'une certaine manière, à un moment donné, on se transporte, on se met aussi à sa place, et on ne ressort pas indemne d'une certaine manière de ces rencontres et de ces témoignages-là. Moi, vous savez, j'ai ressenti ça d'une manière forte avec les témoins algériens, et certains anciens combattants français aussi qui ont rompu le silence m'ont beaucoup ému aussi dans leur souffrance et dans leur difficulté de vivre avec cette histoire maintenant. Donc oui, on touche à notre humanité commune finalement. Et c'est ça parfois, oui, qui est émouvant. Et puis vous savez, l'historien a aussi besoin d'utiliser sa sensibilité. Quand on est confronté à l'horreur, à des pratiques de cruauté parfois extrêmes, c'est aussi notre sensibilité, c'est aussi notre capacité à ressentir les choses qui nous permet de les retransmettre par la suite à nos lecteurs ou à nos téléspectateurs dans le cadre des documentaires. Donc cette sensibilité-là, je pense qu'elle est aussi importante. Alors, quand vous parlez de sensibilité, est-ce que quand vous avez travaillé sur des archives qui qui ont suscité votre intérêt, et c'est comment vous avez trouvé ces archives, comment vous avez trouvé ces traces de l'utilisation des armes chimiques, parce que vous avez travaillé sur des documents. Quels documents ? Mais en fait, tout est parti de l'humain, d'une certaine manière, puisque j'ai rencontré un jour à Besançon M. Carnignot, qu'on voit dans le film. C'est cet ancien combattant français qui a des difficultés à respirer. Et c'est le premier qui m'a raconté son histoire. Par lui, j'ai appris l'utilisation des armes chimiques en Algérie. Et à l'époque, il était en prise avec un procès pour faire reconnaître que ces dommages pulmonaires étaient liés à l'utilisation des armes chimiques en Algérie. Donc je l'ai aidé à retracer cette histoire, et ça m'a amené à m'intéresser à la question des archives et des archives militaires. Beaucoup étaient ouvertes à cette époque-là, elles ont été refermées par la suite, mais c'est au travers aussi de l'étude de ces archives que j'ai pris connaissance de ce qu'étaient les sections armes spéciales, des gaz qu'elles utilisaient et de la manière dont se déroulaient ces opérations. Et
il y avait les archives, bien évidemment, mais il y avait aussi le réseau des anciens combattants. M. Carigno était aussi en contact avec d'autres anciens combattants, qui eux-mêmes étaient en contact avec d'autres, etc. Ce qui m'a permis aussi d'accumuler des témoignages et des archives privées, qui parfois m'apprenaient même plus que les archives publiques qui étaient accessibles. Et c'est à partir finalement de cette documentation-là que j'ai pu commencer à vraiment comprendre ce qui s'était joué en Algérie entre 1956 et 1962. Donc vraiment une guerre chimique. Après, les choses se sont un peu complexifiées par la suite, c'est-à-dire qu'à partir de 2019 en France, on a commencé à avoir des problèmes d'accès aux archives, ce qui a provoqué des recours des historiens et des archivistes devant le Conseil d'État, des recours qu'on a gagnés. Mais l'État a encore complexifié par la suite l'accès aux archives militaires en créant une nouvelle catégorie d'archives, des archives sans délai de communication, dans une loi de prévention des actes de terrorisme de 2021. Alors c'est quand même assez étonnant de voir qu'en France, on régule l'accès aux archives dans une loi de prévention des actes terroristes, comme si nous, les historiens, nous étions potentiellement des terroristes en puissance. Donc ça laisse d'une certaine manière interrogatif. Et lorsque j'ai voulu reprendre ces travaux, après 2021, donc à partir du moment où la communicabilité des archives se relançait, je me suis vu opposer un autre article, l'article L213-2, sur les archives incommunicables du Code du patrimoine. Et là, on m'explique que les archives de la guerre chimique en Algérie ne sont pas accessibles car elles permettraient de localiser, de concevoir ou d'utiliser des armes de destruction massive. Voilà. Alors à la base, cet article était fait en 2008 pour empêcher la communication de plans de bombes atomiques ou de recettes de gaz. Et là, on en est loin. Là, on est sur des archives historiques. Donc il y a encore des blocages pour l'accès aux archives et c'est encore un travail qu'on doit faire en France pour ouvrir complètement ces archives-là et ensuite revenir en Algérie pour pouvoir travailler sur le terrain. Voilà. C'est un blocage qui n'existait pas au début de vos recherches? Non, c'est un blocage qui n'existait pas puisque certains documents qui étaient librement accessibles entre 2012 et 2019 se sont retrouvés refermés. Moi, j'ai eu des contacts, vous voyez, en Algérie avec des chercheurs qui étaient venus mener des recherches sur leur région, qui étaient tombés sur des archives parlant de cette guerre chimique et qui m'en ont fait part, qui eux-mêmes avaient conservé d'ailleurs des photographies puisqu'ils étaient autorisés à le faire à cette époque-là. Et lorsque moi j'ai demandé la communication de ces archives en 2021, elles n'étaient plus accessibles. Donc il y a eu véritablement un processus de refermeture de certaines archives. Voilà. Et ce qui est absolument contraire, en tout cas, à l'esprit de la loi telle qu'elle avait été imaginée en 2008. Est-ce que cela va vous bloquer pour la suite? Parce qu'apparemment, vous ne semblez pas vous arrêter en si bon chemin. Non, parce qu'il y a des archives qui sont accessibles déjà. Et certaines archives ont été importantes. Celle que vous avez vue dans le documentaire, par exemple, celle de la décision politique d'emploi des armes chimiques et celle qui retrace l'organisation et l'expérimentation des armes chimiques, celle-là a été accessible et en tout cas permettent déjà d'avoir une idée sur l'ampleur de ce qui s'est joué en Algérie entre 1956 et 1962. Ensuite, ce n'est pas la première fois dans l'historiographie que les historiens se trouvent confrontés à une fermeture d'archives. Et tout le travail pour nous, c'est de trouver des solutions méthodologiques pour contourner ces fermetures d'archives. C'est la constitution d'archives alternatives. C'est revenir sur le terrain, collecter les mémoires locales, les mémoires des villages, les témoignages, les archives personnelles, etc., pour constituer des fonds d'archives alternatifs qui vont nous permettre quand même de commencer à écrire cette histoire. Et l'histoire, elle doit s'écrire obligatoirement et par les archives et par les témoignages, comme vous l'avez fait dans le documentaire. C'est indispensable, et en particulier sur cette question-là, parce qu'on va toucher des questions effectivement très sensibles, qui sont des questions liées à des crimes de guerre ou des crimes de masse. Et les archives en elles-mêmes, les archives publiques en France, dissimulent plus qu'elles ne nous apprennent sur ces crimes. Parce qu'il faut se remettre, une archive n'est que le produit d'un contexte de rédaction aussi. Les militaires français à cette époque-là, lorsqu'ils rédigeaient les archives de leurs opérations, potentiellement, ils pouvaient s'exposer à des poursuites. En 1959, on ne savait pas que quelques années plus tard, il y aurait une loi d'amnistie. Donc les archives cachent beaucoup. Donc si ces archives-là, on ne peut pas les discuter ou les recouper avec autre chose,
finalement, elles ne nous apprennent pas les vérités. Et c'est là où les campagnes de collecte de témoignages oraux, ou les archives alternatives, ou les documents aussi des archives algériennes sont extrêmement importantes, parce que c'est ça qui va nous permettre, justement, par des recoupements, de commencer à approcher la vérité. Alors, une information ou une archive qui donne des témoignages vivants. Bon, ça, c'est à peu près ça. C'est une information qui est écrite et qui devient ensuite réelle avec un témoignage poignant et c'est ce qui vous a obligé à venir sur le terrain pour continuer. Bien sûr. C'est ça. Alors, quelle place ont ces archives pour justement confirmer l'utilisation des armes chimiques dans cette guerre chimique utilisée par les services spéciaux français? Ces témoignages sont fondamentaux. Parce que ces témoignages-là, déjà, vont nous permettre de retracer ce qui s'est réellement passé lors des opérations. Vous voyez, dans l'exemple qui est développé, par exemple, dans le documentaire, on ne comprend pas pourquoi il y a plus de 118 noms inscrits sur un monument aux morts, puisque l'archive française nous dit qu'officiellement, il n'y a que 39 rebelles, entre guillemets, comme disait l'armée coloniale à l'époque, de tués. Voilà. Donc il a fallu revenir sur le terrain, retrouver les témoins, leur faire raconter leurs histoires, parfois recouper ces histoires, parce que la mémoire joue des tours, parfois se réécrit, les choses s'oublient, d'autres choses s'intensifient. Il faut aussi traiter ce matériel de recherche comme une archive papier et la discuter et la recouper. Mais c'est à ce prix-là qu'on arrive véritablement à retracer la vraie histoire. Et puis il y a aussi des choses qui sont importantes. Lorsqu'on parle de gaz et d'armes chimiques, il y a aussi les effets des gaz. Et lorsque les témoins vous racontent très précisément quels étaient les effets sur les corps, sur leur propre corps, leurs propres sensations, leur propre vécu, et aussi les observations qu'ils ont faites sur les corps des personnes qui étaient décédées, là vous pouvez confirmer à 100% que c'était bien ce type de gaz qui avait été utilisé. Donc les témoignages dans l'administration de la preuve sont fondamentaux. Voilà, surtout sur ces questions-là. Alors, ça veut dire que l'utilisation des armes chimiques, aussi, durant la guerre de révolution algérienne, c'était une opération commandée, régulée, et on ne peut pas dire que c'était un acte isolé. Ce n'était pas des actes isolés, c'était une doctrine, c'était une véritable guerre chimique qui a été dans un premier temps expérimentée pendant toute l'année 1956 par des militaires de l'état-major des armes spéciales, donc qui sont venus de Paris spécialement en Algérie pour tester différents procédés, en particulier pour utiliser contre les grottes et les casemates, les réduits souterrains qui étaient utilisés par l'ALN. À partir de début 1957, une première unité a été créée, la batterie armes spéciales, qui était à Sidi Ferruche, et qui ensuite, elle, a reçu comme mission de former d'autres unités. Donc jusqu'en 1959, c'est 119 équipes grottes, donc ça nous l'expliquons dans le documentaire qui travaillait sur l'ensemble de l'Algérie à utiliser ces armes. Et à partir de 1959, ces équipes ont été regroupées en une vingtaine à peu près de sections de grottes qui étaient réparties aussi sur toute l'Algérie et qui ont utilisé plus massivement les armes chimiques avec cette fois-ci une double mission, à la fois offensive, lorsqu'il y avait effectivement des moudjahidines qui étaient trouvés dans les grottes, mais aussi préventive, c'est-à-dire que les gaz étaient aussi utilisés pour être disséminés un petit peu régulièrement dans les grottes pour empêcher leur réutilisation. Ce qui ouvre d'ailleurs après la question des atteintes écologiques plus tard. Par exemple, l'été dernier, en juillet, lorsque nous étions en Haute-Kabylie, des bergers nous racontaient qu'ils évitaient soigneusement certaines grottes parce qu'ils ressentaient encore certains effets des gaz. Donc oui, on est bien sur quelque chose de global, sur une guerre chimique qui est organisée, pensée, qui est organisée par la 4e République, parce que si on se souvient bien, en 1956, c'est la SFIO, c'est la gauche, qui est à ce moment-là au pouvoir. La décision est prise par M. Bourgès-Monory, qui est à l'époque ministre de la Défense, mais il ne faut pas oublier que dans le même gouvernement, il y avait aussi un certain François Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur, et aussi Max Lejeune, qui était secrétaire d'État Terre pour l'Algérie et qui a joué aussi un rôle important dans cette prise de décision. En 1959, lorsque la 5e République est créée, ça correspond aussi au moment où cette guerre chimique se développe, s'intensifie. Et dans l'archive que vous voyez
dans le documentaire, ce qui est intéressant, c'est la signature de l'ordre de rationalisation d'utilisation des armes chimiques. Et cette signature, c'est le propre gendre du général de Gaulle, le colonel de Boissieu, qui signe cet ordre-là. Donc on ne peut pas imaginer que le général de Gaulle, à cette époque-là, n'est pas au courant que se joue aussi en Algérie une guerre chimique. Donc vous voyez, c'est un secret d'État qui traverse la 4e et la 5e République. Et la responsabilité politique est extrêmement importante. On a tendance à dire les militaires, c'est la faute des militaires, mais là, en l'occurrence, c'est une décision politique. Ils appliquent les ordres en Algérie. C'est une décision coloniale aussi, parce que cela va à l'encontre des conventions internationales pour l'utilisation des armes non conventionnelles et utilisées dans un contexte particulier qui est, on va dire que c'est un crime contre l'humanité pratiquement, parce que c'est des gens démunis, c'est pas des guerriers, c'est pas des militaires. Alors, c'est intéressant aussi de remettre en contexte l'utilisation des armes chimiques en Algérie. Alors, effectivement, en 1925, la France avait été la première signataire du protocole de Genève, qui interdisait l'utilisation des armes chimiques dans des guerres entre États signataires. Alors, le cas des guerres civiles, des guerres de libération, tout ça n'était pas du tout prévu par le traité international, ni ce qu'on appelait à l'époque la police coloniale. Donc ça a laissé la possibilité à ces États-là, qui étaient pourtant signataires, de continuer à utiliser ces agents chimiques. En Malaisie, pour les Britanniques, les Français en Algérie, mais aussi, il ne faut pas oublier, la Grande Guerre américaine au Vietnam, qui est aussi une grande guerre chimique. Donc dans les armées occidentales à cette époque-là, la question de la guerre chimique continue à exister. Elle ne s'est pas arrêtée en 1919. Et ce qui est aussi intéressant lorsqu'on étudie les archives diplomatiques du protocole de Genève, c'est de se rendre compte de l'omniprésence à cette époque-là aussi des industries de défense, et en particulier des industries chimiques américaines, qui vont développer à partir de 1925 toute une petite musique sur les armes chimiques qui sont plus humaines parce que leurs effets sont réversibles, tous ces agents anti-émeutes qu'on peut utiliser, mais ça protège les gens, ça ne les tue pas, ça les incommode pendant un certain temps, puis après ils seront sortis d'affaire. Donc cette petite musique que l'on va retrouver d'ailleurs dans la rédaction de la décision d'emploi des armes chimiques en Algérie, cette petite musique, elle ne correspond pas à la réalité. Une arme chimique est mortelle, quelle qu'elle soit, ça dépend de la quantité de gaz utilisé, du volume et de la durée d'exposition. Donc finalement, cette petite musique a permis de continuer à justifier l'emploi de ces armes chimiques, et les armées occidentales à cette époque-là ne s'en privent pas. Mais il ne faut pas non plus, et ça c'est quelque chose d'important, évacuer aussi le contexte colonial. Le contexte colonial est aussi important, dans le sens où il y a toujours ce sentiment de supériorité raciale, par exemple, qu'on va retrouver chez les Japonais en 1937, lorsqu'ils vont utiliser des armes chimiques contre les Chinois. Voyez ? Donc il y a aussi toujours ce sentiment-là de on s'autorise à faire quelque chose contre des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous. C'est un ancien combattant français qui une fois m'a résumé ça, et je trouvais que sa phrase résumait bien ce qu'était le colonialisme. Il a dit « Mais si vraiment on avait considéré à cette époque-là que ces gens-là étaient comme nous, on ne se serait pas permis de faire ça. » Ça, c'est vrai. Alors, vous parlez d'armes chimiques, d'industrie. Est-ce que ce qui était utilisé en Algérie était identifié? Quel genre de gaz? Qu'est-ce qu'on utilisait? Parce que vous parlez qu'on badigeonnait un peu les grottes pour ne pas que les Algériens reviennent là-bas. Alors parmi ceux qu'on a pu documenter et confirmer, parce qu'il y a d'autres hypothèses, bon, ces hypothèses-là, ça reste encore des hypothèses de travail, donc je n'en parlerai pas parce qu'il faut pouvoir affirmer ce dont on est absolument sûr. Mais pour ceux pour lesquels je suis absolument sûr, il y a le gaz CN2D dont on parle dans le documentaire, qui est un mélange en fait de deux gaz. Le CN, qui est un dérivé du chlore, ce qu'on appelle communément du gaz lacrymogène, qui était quand même très agressif, et du DM, de l'adamzite. Alors c'est un gaz qui a été créé à partir des recherches sur les arsines,
des recherches qu'avaient poussé les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, et ce sont les Américains qui mettent au point ce gaz, le colonel ou général, je ne sais plus, Adams, qui a donné son nom à ce gaz, l'adamsite, qui est un dérivé, lui, de l'arsenic. Et c'est la combinaison de ces deux gaz, du CN et du DM, qui va être utilisée en Algérie dans une munition unique qui s'appelle le CN2D, à des dosages extrêmement forts, ce qui procure à ce gaz deux avantages militaires. Le premier, c'est qu'il est extrêmement agressif, donc ceux qui en sont exposés ne peuvent pas se protéger et sont obligés de sortir, ou alors ils en meurent très rapidement. Et ce gaz, grâce à l'ajout de l'adamsite, est un gaz lourd qui va ensuite se déposer, des molécules vont se déposer sur les parois, et ça va empêcher la réutilisation de la grotte pendant un temps qui dépend en fait du volume de gaz qui a été initialement utilisé. Voilà. Les témoignages aussi vous ont permis d'identifier quel genre de gaz, puisque la description des cadavres par des témoins vous renseigne un peu sur ce qui a été fait. Bien sûr. Vous voyez, enfin, voilà, ce sont des choses un peu dures, mais il faut regarder les choses en face. Quand les témoins vous disent ils ont lancé une grenade et on a senti qu'on avait comme du sable qui nous tombait dessus. En fait, ça, c'est une première indication. Le CN2D, c'est un gaz qui est à la base solide. Voilà. Et c'est la combustion, en fait, à l'intérieur de la grenade qui va permettre de dégager le gaz. Et aux molécules, entre guillemets, de gaz, c'était complété par de la terre silicieuse, le kieselguhr, qui effectivement permettait de transporter ces particules de terre, permettait de transporter le gaz. Ces particules étaient très fines, donc ça rentrait profondément dans l'appareil respiratoire. Donc ce sentiment d'avoir du sable qui leur tombait dessus, effectivement, c'était la combustion du CN2D. Ensuite, les sentiments de brûlure, l'envie de vomir, cette sensation de ne plus pouvoir respirer jusqu'à perdre connaissance, oui, ce sont les effets d'une trop forte exposition à ces gaz-là. La manière dont les témoins sont protégés aussi, beaucoup m'ont raconté de la manière dont ils sont protégés. Même les anciens combattants français m'ont dit, les Algériens, pour se protéger, ils urinaient dans leur chèche, et l'urine, ils l'enroulaient autour du visage, et en fait l'action de l'urine leur permettait de supporter jusqu'à un certain point les effets des gaz. Ça, les anciens combattants français me l'ont raconté. Les Algériens qui ont survécu me l'ont aussi raconté. Et puis il y avait aussi les corps qui étaient enterrés, les corps qu'on retirait de la grotte. Dans le cas de Khalouchetou, les populations locales ont été mobilisées pour vider les corps de la grotte, pour qu'ils puissent être enterrés à quelques centaines de mètres de là. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était des gens de leur famille qu'ils allaient chercher, qu'ils avaient du mal à reconnaître. Les témoins nous disaient que les corps étaient tout bleus, gonflés. On reconnaissait nos proches à cause des vêtements. Ils les transportaient. Et là, ils avaient la sensation que le corps était gorgé d'eau. Et effectivement, c'est les réactions. Les personnes qui étaient touchées par ces gaz mouraient d'une certaine forme de noyade, puisque les poumons, en fait, sécrétaient de l'eau pour lutter contre l'inflammation. Et c'était ça, souvent, qui tuait en premier les personnes. Donc ces sensations-là, ces témoignages-là sont importants et nous confirment la mort par gaz. Voilà. Et effectivement, ce sont des témoignages durs, ce sont des choses dures, mais il faut qu'elles soient entendues en France. Voilà. Moi, j'allais vous dire, est-ce qu'en France, on a conscience de ce qui a été fait par l'armée française, l'armée coloniale, ici? Parce que c'est divisé. En France, il y a tout un travail à faire encore. Vous savez, ça fait des années, ça fait peut-être plus de 30 ans que les historiennes... Alors, il y a beaucoup d'historiennes en France qui ont fait du travail remarquable, et des historiens aussi qui travaillent sur les violences coloniales en Algérie. On a Raphaël Branche qui a travaillé sur la torture. La thèse a été extrêmement importante. Elle a ouvert beaucoup de débats en France. Elle a montré comment la torture n'était pas qu'un acte isolé, mais était quelque chose de pensé, de réfléchi globalement pour terroriser et soumettre aussi la population. Il y a eu les travaux de Sylvie Thénault sur les justices, justices d'exception, entre autres. Elle a aussi travaillé sur les ratonnades. Fabien Sacriste qui a travaillé sur les centres de regroupement, qui étaient des véritables mouroirs.
où étaient entassées les populations des zones interdites. Donc ce travail se lance sur la guerre chimique. On commence maintenant à avoir un aperçu global de ce qu'étaient spécifiquement ces violences coloniales et le système colonial qui portait en lui-même ces violences. Mais on a l'impression que ce savoir universitaire-là n'imprime pas dans la société. On témoigne la polémique qu'il y a eu autour des propos de Jean-Michel Apathy sur les Oradours-sur-Glane par centaines. Ça a suscité un tollé, beaucoup de journalistes disent « mais non, c'est pas vrai », etc. Alors que les historiens, Alain Ruscio par exemple, qui a sorti récemment un livre très documenté sur la conquête de l'Algérie, a montré toute l'horreur de la conquête, des enfumades, les colonnes infernales de Bugeaud, les massacres de population, la politique de la terre brûlée. Donc, je veux dire, les choses elles sont particulièrement documentées. Mais voilà, ça n'imprime pas dans la société française. Donc ça veut dire que nous, historiennes et historiens, il faut qu'on revienne encore et qu'on fasse connaître cette histoire, qu'elle soit peut-être mieux enseignée à l'école et mieux enseignée dans les universités, pour qu'on puisse enfin regarder en face ce qu'a été réellement cette histoire en Algérie. Et puis, faut dire aussi, il faut souligner que la France, le gouvernement français à l'époque avait été au courant parce que Ferhat Abbas avait même écrit à la Croix-Rouge pour essayer d'attirer son attention et d'essayer d'intervenir. Alors ça, c'est aussi pourquoi ce qui s'est passé aussi à l'oued Terchiouine, maintenant à Ntini-Bawin, et un peu illustre tous les aspects en fait très paradoxaux de cette guerre chimique. Effectivement, en 1959, très tôt, Ferhat Abbas, au nom du gouvernement provisoire de la République algérienne, porte une protestation officielle au Comité international de la Croix-Rouge. J'ai retrouvé les archives à Genève au mois de février. Donc il dénonce l'utilisation des armes chimiques dans le massacre d'une population qui n'avait, pour la plupart, ne portait pas les armes. Beaucoup des jeunes qui étaient dans cette grotte fuyaient justement le service militaire. Ils ne voulaient pas être enrôlés par l'armée française pour faire leur service militaire. Ils se cachaient. Il y avait les populations aussi qui fuyaient le bouclage français pour ne pas être arrêtés et interrogés, etc. Donc c'était une population qui s'est réfugiée dans une grotte pour échapper justement aux forces de l'armée coloniale. Donc il proteste, Ferhat Abbas, mais tout de suite c'est suivi d'un démenti, peu de temps après, de l'armée française, qui d'ailleurs un démenti qui suit parfaitement ce qui est inscrit dans les journaux de marche des unités qui ont participé à cette opération. Officiellement, 32 rebelles ont été tués, rebelles toujours entre guillemets, bien sûr. Et là, comble quand même de l'ironie, le communiqué explique que 40 jeunes ont été libérés parce qu'ils étaient retenus prisonniers par l'ALN. Voilà, donc ils auraient été libérés à la suite de cette opération. Donc ce communiqué de Ferhat Abbas, ce contre-communiqué de la France ne va pas donner par la suite d'investigation complémentaire de la Croix-Rouge internationale qui va abandonner le dossier et refermer le dossier. Voilà. Mais ça, c'est important, parce que aussi dans les discours de négation de cette guerre chimique, on entend aussi la petite musique qui revient dire « mais oui, mais s'il y avait une guerre chimique, les Algériens auraient protesté plus tôt ». Mais les Algériens ont protesté dès 1959, mais personne ne les a écoutés. Et on trouve d'ailleurs, j'ai développé dans un article sur un site internet qui s'appelle The Conversation, toutes les traces qui existaient de cette guerre chimique, dans les témoignages, dans les livres de cette époque-là, il y avait des dénonciations. Par contre, pas seulement Ferhat Abbas, il y avait et d'autres, pas seulement, d'autres l'ont dénoncé, mais personne à cette époque-là n'a écouté. Alors, est-ce que le cas de Batna et de cette grotte est isolé? Est-ce qu'il y a d'autres grottes? Peut-être qu'il faudrait encore chercher. Non, mais c'est d'ailleurs un objet aussi de ma visite, puisque je vais continuer à travailler sur le terrain. Cet après-midi, d'ailleurs, après notre entretien, je repars sur le terrain pour découvrir une autre grotte, des nouveaux témoins, recueillir de nouveaux témoignages. Donc c'est un travail qui commence et qui d'ailleurs est un travail qui couvre l'ensemble de l'Algérie. Et c'est pour ça que j'espère
que ce travail-là, que ces révélations qui n'en sont pas forcément pour les Algériens, qui sont surtout des révélations pour les Français, mais en tout cas que ce travail-là va donner aussi envie à des historiens et des historiennes algériens et algériennes de se saisir du sujet et de développer aussi dans leur région ce travail d'investigation, de recensement des grottes, d'entretien avec les témoins, parce que c'est un travail qui, encore une fois, ne fait que débuter. Que commencer. Voilà. Et c'est l'objet de votre prochain livre. Ça sera l'objet de mon prochain livre, qui s'appellera La guerre chimique en Algérie, tout simplement, et qui viendra véritablement au début de l'année 2026, donc il sera édité en France aux Belles Lettres. Je vais en tout cas essayer de condenser dans ce livre tout ce que j'ai appris de 10 années de recherche, avec l'envie en tout cas de pouvoir en faire un livre un peu de référence sur lequel puissent s'appuyer d'autres chercheurs pour développer par la suite leurs propres travaux. Justement, j'allais vous demander à qui s'adresse votre prochain livre. Est-ce qu'aux victimes, aux chercheurs, à l'État français, à qui exactement? Il s'adresse à tout le monde. C'est aussi un des défis que moi je me pose. Je veux qu'il puisse parler à la fois aux Français qui ont envie de découvrir ce qui s'est réellement passé en Algérie. Je souhaite aussi qu'il s'adresse, oui, d'une certaine manière au gouvernement. Parce que vous savez, lorsque le film est sorti, il y a eu une grande réaction en Algérie, mais en France, on attend toujours une parole officielle. On attend toujours une réaction du gouvernement ou du président de la République. Il n'y en a eu absolument aucune. Le film n'a pas été encore diffusé à la télévision. Il est diffusé sur Internet, mais il n'a pas été encore diffusé à la télévision. Donc on attend encore en France une réaction officielle. Donc j'espère aussi que ce livre permettra, pourquoi pas, à nos représentants de comprendre l'importance qu'il y a à un moment donné à poser une parole politique sur ce sujet-là, ouvrir les archives et permettre véritablement à ce travail de se faire. Et puis j'espère aussi que ce travail parlera ici en Algérie, car comme universitaire, j'ai le souci de transmettre. Je sais qu'en ouvrant ce sujet, j'ai ouvert une petite porte sur un sujet, sur un monde qui est encore à documenter, à découvrir. Et j'espère que ce livre, en tout cas, donnera des pistes et des envies à d'autres chercheuses et chercheurs de poursuivre et de reprendre le flambeau. Et là, quel rôle pourrait jouer la télévision ou les documentaires pour étayer vos propos et puis élargir votre champ peut-être? Quel rôle jouera la télévision? Je pense que c'est important de communiquer autour de ces travaux scientifiques. Je pense qu'il est important aussi de vulgariser auprès du grand public. Alors c'est un terme qu'on a parfois du mal à utiliser, on trouve que c'est pas forcément très joli, mais en tout cas de pouvoir diffuser auprès du grand public les résultats des recherches, c'est important pour mieux comprendre, parce que nous, lorsque l'on affirme quelque chose, nous chercheurs, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas quelque chose qu'on va lire sur les réseaux sociaux, c'est des travaux qui ont parfois duré de longues années, que l'on a recoupé, que l'on a discuté. Donc c'est un savoir qui a été patiemment construit. Donc ce savoir-là, il faut qu'il diffuse, il faut qu'il irrigue les sociétés. Et vous savez, moi aussi, dans le cadre de ce travail, j'ai aussi un espoir. Moi, ce qui me plaît aussi dans ce travail, c'est que, en tant que chercheurs français et algériens, nous sommes amenés à travailler ensemble, à la recherche de la vérité. Et c'est cette quête de la vérité, d'une certaine manière, qui nous unit et qui fait qu'on arrive à obtenir ces résultats intéressants. Et je me dis, s'il y a un chemin à prendre un jour pour parler de réconciliation sincère et réelle des deux côtés de la Méditerranée, je pense que ce travail de recherche de la vérité commun nous placera sur ce chemin-là. Vos travaux, comment ont-ils été perçus en France et en Algérie? Alors en France, c'est un petit peu compliqué. C'est très compliqué maintenant. C'est très compliqué parce que le sujet est extrêmement politisé. Je ne m'étendrai pas forcément sur la situation politique actuelle en France, parce que voilà, je sortirai un petit peu de mon cadre d'historien. Mais effectivement, on a l'impression parfois qu'en France se rejoue encore inlassablement la guerre d'Algérie. Donc à travailler sur la guerre chimique ou les violences coloniales françaises,
on me renvoie toujours aux violences commises à l'époque par la LN ou le FLN. Vous travaillez sur ça, mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous voyez, ça c'est comme si l'historien devait rendre compte de son sujet de recherche à quelqu'un, à la société, et devait rendre des comptes. Voilà. Non, moi j'ai choisi de travailler sur la guerre chimique, c'est un sujet qui me coûte, c'est un sujet dans lequel je m'investis pleinement, je n'ai pas de compte à rendre à quiconque sur ce sujet. D'autres, plus politisés encore, vont dire oui, mais de toute façon, c'est que vous êtes un historien politisé, vous êtes du côté de l'Algérie, vous êtes du côté du FLN, et comme si nous étions toujours en guerre. Moi, je suis d'une génération qui a connu l'Algérie indépendante, qui a toujours connu l'Algérie indépendante. Pour moi, c'est quelque chose qui va entièrement de soi, c'est un objet de recherche historique. Je ne cherche pas ni à justifier, ni à légitimer telle ou telle position de cette époque-là. Je cherche simplement à comprendre ce que mon pays a fait à cette époque-là. Voilà. Pour pouvoir réfléchir sur ça et transmettre, et éviter peut-être que on se fourvoie encore une fois dans des directions qui ne sont pas bonnes. Donc parfois, en France, oui, la réception est pas facile, parce que ce sujet-là est un sujet difficile. Alors après, la réception en Algérie, je ne me suis pas forcément rendu compte, vous voyez, de l'importance voilà, qu'avait pu prendre ce film ici en Algérie. Moi, j'avais peur, vous savez, au départ, la première fois que je suis venu en Algérie, j'avais un peu peur, surtout de me confronter aux témoins. Même si je suis un historien, je reste aussi un représentant, un citoyen français. Et je me disais, mais est-ce que quand même parler comme ça à un Français de souffrances qui ont été justement produites par la France à cette époque-là, ça risque pour certains d'être un petit peu difficile. Et au contraire, enfin voilà, ce qui m'a conforté tout de suite, c'est bon déjà l'accueil en Algérie, bien évidemment, mais aussi le fait que les témoins voilà, avaient pris aussi une forme de distance, étaient heureux de nous voir, de voir que voilà, des Français aussi s'intéressaient à cette histoire et recherchaient la vérité. Donc il y a eu une transmission qui s'est faite et qui était bienveillante et voilà, qui nous a aussi touchés. Enfin, moi, j'ai été touché. Claire Billet, je sais, Olivier et Jobard ont été aussi très, très, très touchés de cet accueil-là. Et je me dis, voilà, que lorsqu'on essaie d'une manière sincère de venir comprendre ce qui s'est passé, de rechercher la vérité, il n'y a que des choses positives qui d'une certaine manière, peuvent se passer. Alors après, le reste, c'est... Quand vous êtes venu la deuxième fois, voilà, c'est autre chose. C'était encore autre chose. Mais après, le reste, c'est pas bon. Le reste, c'est mener une recherche en sciences humaines et sociales. Parfois, il y a des difficultés, parfois, il y a des barrages culturels, parfois, il y a des modes d'organisation propres au pays qui, parfois, sont un peu compliqués à gérer dans un contexte d'enquête. Mais bon, voilà. Après, ça, c'est le travail de tout chercheur qui s'expose à un travail à l'étranger. Ça vous fait plaisir que les chercheurs algériens se basent aussi sur vos témoignages, vous aident, parce qu'apparemment, même ici, vous avez des gens qui vous guident. Oui, mais c'est indispensable. Je dirais, sans eux, rien ne serait possible. Et encore une fois, vous voyez, moi, ce travail-là, pour moi, ça, c'est porteur d'espoir. On est capable de travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble, on peut obtenir des résultats qui sont extraordinaires. Ça, c'est un beau message pour les générations à venir. Même si on a une histoire qui nous réunit, qui est une histoire sanglante, qui est une histoire injuste, qui est une histoire de spoliation, c'est aussi une histoire de libération pour le peuple algérien et de conquête de sa liberté. Il y a aussi beaucoup de souffrance encore du côté français, chez les populations qui ont été rapatriées en France. C'est aussi une histoire de souffrance, mais de toute cette histoire-là, en travaillant ensemble, on peut en faire quelque chose pour l'avenir, et quelque chose de positif dans cette recherche de la vérité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut trouver et retenir comme positif. Bon, on arrive un peu à la fin de cet entretien. Je vous remercie d'abord de me l'avoir accordé, mais juste avant, quel objectif pour votre livre-là que vous êtes en train de réaliser? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on en fasse? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de nouvelles choses que vous allez révéler. Ce que je souhaite réellement, c'est que les chercheurs ici se saisissent de ces questions-là,
se saisisse de ce livre et poursuive ses travaux, qu'on puisse développer, intensifier ces recherches-là. Et ce que je souhaiterais, enfin là c'est l'historien de l'oralité qui va parler, ce que j'aimerais, c'est que ici en Algérie puissent se développer aussi des programmes de collecte d'histoire orale, parce qu'il y a une richesse de l'oralité au niveau des villages, partout en Algérie, et cette richesse-là est indispensable pour constituer les fameuses archives alternatives, pour pouvoir ensuite écrire l'histoire. Donc s'il y a un effet que je souhaite voir peut-être se produire après la sortie de ce livre, c'est cette prise de conscience du trésor sur lequel les chercheurs ici en Algérie sont assis, et qui est peut-être une démarche pour aller collecter ces témoignages-là. Parce que ces personnes-là sont importantes, en valent le coup et vraiment détiennent en eux-mêmes aussi des trésors. Et pour l'autre côté de la rive? De l'autre côté de la rive, j'espère que ce livre sera une pièce supplémentaire dans tout le travail qui a déjà été fait par mes collègues historiennes et historiens pour faire comprendre la nature réelle du colonialisme telle qu'elle s'est manifestée ici en Algérie, et des violences de guerre spécifiques qui sont nées de ce contexte-là. Et que peut-être on arrive à édifier les générations futures. Les histoires entre la France et l'Algérie, on est liés maintenant par des partages de population, par le partage de cette histoire-là, mais qu'il y ait un regard plus juste qui soit porté par les Français sur ce qui s'est passé réellement en Algérie, et qu'on reconnaisse les souffrances qui ont été occasionnées aussi au peuple algérien. Après Batna, puisque vous allez sûrement revenir, on parle d'une grotte de Oulhaj à Khenchla. Est-ce que vous allez être là-bas quand ils vont essayer d'entrer? Alors oui, l'ouverture des grottes, c'est une grande question, bien évidemment. Il y en a eu déjà beaucoup qui ont été faites. Les autorités algériennes sont au courant de l'existence de certaines grottes. Ça serait intéressant, en tout cas pour moi, de pouvoir assister comme témoin, en tout cas, à l'ouverture de ces grottes. Parce que je pense que se jouent aussi dans ces moments-là des moments forts, aussi d'un lien qui se reconstruit avec le passé, avec les souffrances, des liens qui se reconstruisent avec des personnes qui étaient jusque-là portées disparues. Et donc, je crois qu'en termes d'observation de ce qui se joue d'un point de vue historique et sociologique, ça serait effectivement intéressant pour moi comme historien. Et il y a bien évidemment aussi l'apport historique de l'ouverture de ces grottes. Je pense qu'il est aussi important effectivement d'ouvrir, je pense, pour donner des sépultures décentes aux personnes. C'est important pour permettre aussi aux familles de reprendre possession du corps des membres de leur famille. C'est important. Mais il y a aussi tout le travail historique qu'il ne faut pas non plus négliger, toutes les observations qui peuvent être aussi portées au moment de l'ouverture de ces grottes, qui sont autant d'éléments, de preuves, de traces extrêmement importantes pour pouvoir justement aussi travailler sur cette guerre chimique. Donc oui, ces ouvertures de grottes sont importantes, oui. Et enfin, est-ce qu'on a tout dit sur l'histoire de l'Algérie? Ça, c'est pour terminer. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses cachées que nous n'avons pas encore décryptées? Sans doute. Olivier Lepic, qui est aussi historien et qui intervient dans le documentaire, a cette parole qui est très forte et qui est très vraie, et qui dit effectivement l'utilisation des armes chimiques dans le contexte de la guerre des grottes est un élément qui a été caché, et il y en a sans doute d'autres encore. Voilà. Je pense que c'est une démarche de vérité dans laquelle doit se lancer mon pays. Nous, en tout cas, les historiens et les historiennes, nous n'avons pas ce pouvoir-là, en tout cas, de déclencher les choses, mais nous continuerons à travailler pour qu'un jour, on puisse prendre ce chemin-là. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien pour la télévision algérienne. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Lafaye. Merci et à je vous. vous souhaite un agréable séjour en Algérie. Merci. Merci de nous avoir suivis. Voilà, prend fin cet entretien avec Monsieur Christophe Lafaye, qui, je vous rappelle, est chercheur associé à l'Université de Bourgogne en France.